bonjour. Il y en a certains pour qui c'est peut-être la 4e fois que je le dis. Pour les nouveaux, je me présente, je m'appelle Capucine, je suis product designer et je suis ici cet après-midi avec vous pour les conférences produits. Nous allons à présent accueillir Julie Salvano, lead product designer, et Ambroise Perrachon, lead product manager chez The Tribe. Ensemble, ils explorent le produit sous la forme d'une fiction dans laquelle leurs utilisateurs sont des héros. Je n'en dis pas plus, je vais plutôt les accueillir sur le plateau. Merci d'applaudir Julie Salvano et Ambroise Perrachon. Merci. Bonjour. Oula, on ne vous voit pas du tout. Bonjour, nous on est là pour vous parler de dragons ou princesses. Ou plutôt, comment la fiction peut venir éclairer le produit. Yes, du coup, je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui ont déjà été enfants, ou s'il y en a qui sont encore enfants peut-être. Mais si vous vous souvenez bien, on en a un au fond de la salle. Merci. Du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les contes pour enfants, souvent, au début, tout va bien. On a la princesse qui est chill dans son château, elle a plein de prétendants, tout va bien. À la fin, c'est pareil, tout va bien, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Tout se passe très bien. Et en fait, entre les deux, on oublie que il s'est passé plein de choses. La princesse, elle a rencontré le dragon. Il y a eu une sorcière qui a essayé de l'attaquer, etc. Il s'est passé plein de choses. Et ça, tout ça, on oublie. Et du coup, même là, on est potentiellement à côté de la plaque. On se demande jamais si la princesse, elle a vraiment envie d'être sauvée. Est-ce qu'elle veut pas juste rester dans sa tour, lire un petit bouquin tranquille, quoi? Ou est-ce que le dragon, il a vraiment envie d'aller brûler tous les visages dans la tour? Non, on n'est pas sûr. Il a peut-être juste envie de câlin, quoi. C'est ça. Et puis, donc ça, si on revient dans le monde réel, qui nous intéresse, c'est le monde du produit. C'est un peu pareil. Au début, quand on lance un produit, tout va bien. On est hyper motivé, on a l'impression qu'on va changer le monde. Tout le monde est hyper chaud et on est les meilleurs. À la fin, c'est pareil, on a lancé notre produit, on est hyper content, on a plein d'utilisateurs, tout est génial. Et puis, on a tendance à oublier que entre les deux, il s'est passé plein de choses. On a douté, on a galéré, on a failli abandonner 12 fois. On a des gens qui sont partis, ça a été dur, etc. Et tout ça, ça s'est passé entre les deux, on a tendance à l'oublier. Et sauf que c'est forcément un peu plus fun quand on parle de dragons et de princesses que de produits, d'échecs, etc. Donc ça, c'est notre premier constat. Notre deuxième constat, c'est que nous, on bosse en agence et en fait, on en a marre de faire 150 personas par semaine. Comment il s'appelle, Micheline? C'est quoi ses besoins? C'est quoi ses pains? En fait, ça nous saoule. Du coup, on s'est dit qu'on voulait un truc un peu plus fun à mettre en avant. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est qu'aussi, on a des dons barbares en agence. On parle de value proposition canvas, de business model et de plein de trucs un peu chiants. Alors qu'on s'est dit que si on parle de dragons et de princesses, c'est un peu plus funky. Et le dernier point, c'est qu'en fait, des fois, quand c'est concret, quand c'est réel, on a du mal à mettre des mots parce que tout paraît très compliqué. C'est comment on peut simplifier ça. Yes. Du coup, ce qu'on a voulu faire, pour résumer, c'est comprendre comment ça fonctionne dans le produit, comment ça fonctionne dans la fiction, comprendre le cheminement d'un scénario de fiction, que ce soit un conte, un film, etc. Et voir comment on arrive à appliquer ça dans notre métier. Donc, modifier nos outils traditionnels, nos ateliers traditionnels du métier du produit, en s'inspirant de la fiction, pour générer plus d'idées. En s'extrayant du réel, normalement, ça aide à générer plus d'idées. Tout simplement pour avoir plus de fun dans notre métier, quoi. Et le rendre plus compréhensible aussi pour nos clients. Et du coup, là, on a mis une image avec plein de personnages de fiction que vous devez connaître, Harry Potter, Vaiana, Frodon. Et nous, on s'est demandé de notre côté, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Est-ce que vous les connaissez tous? Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en les regardant, on s'est dit, en fait, à chaque fois, que ce soit Ulysse, Vaiana, etc., Frodon, au début, ils sont dans leur monde et ils sont bien. Un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur les contes. Ils sont bien, tout va bien, et ils ont besoin de personne, c'est leur monde ordinaire. Et là, il va se passer quelque chose qui va les pousser à partir de leur monde ordinaire, à sortir de leur monde. Il va se passer plein d'épreuves et à la fin, ils reviennent. Et donc ça, on s'est dit, il y a un schéma qu'on retrouve dans la plupart des fictions. Et vous savez quoi? Il y a quelqu'un d'autre qui s'est dit la même chose il y a 70 ans. C'est Joseph Campbell, que vous voyez là, qui a l'air un peu bougon, mais qui est très sympa, et qui a écrit Le héros aux 1001 visages.
Et dans ce livre, il explique, il développe sa théorie du monomythe. Et le monomythe, c'est en gros, il dit que dans quasi toutes les fictions, on va retrouver un voyage, un héros qui va qui va partir pour un voyage universel, la quête. Et ce héros, il va passer par 4 phases fondamentales dans son parcours jusqu'à l'atteinte de la quête. Et 12 étapes, voilà, où le héros va passer par ces 12 étapes. Du coup, si on rentre un peu plus en détail dans les 4 grosses étapes, la première, c'est l'appel à l'aventure. Qu'est-ce qui fait qu'il va y aller, quoi. La deuxième, c'est le passage du seuil. Qu'est-ce qui fait qu'il passe du moment où il veut pas trop, il hésite et bam, il a compris qu'il faut. Les épreuves, les rencontres et le retour à la maison, tout le monde est content. Et donc, si je prends l'exemple de Frodon, du Seigneur des Anneaux, qu'on connaît presque tous. Donc Frodon, il est tranquille, il est dans sa contrée, il boit une bière, tout va bien, il fait la fête. Bam, d'un coup, il trouve un anneau. Gandalf arrive, il dit « Oh là là, attention, faut le mettre en sécurité, faut le détruire. » Donc là, il panique. Il est un peu en refus, genre « Oh putain, non, pas moi, là, je veux pas y aller, les gars. » Finalement, il se dit « Bon, allez, ok, j'y vais. » Là, bam, les épreuves, son meilleur pote qui veut le tuer, tout le monde veut le buter. Il se dit « Putain, c'est un peu chiant. » Finalement, il y arrive, il va au Mordor, il jette l'anneau, il est content, tout le monde réussit, il revient en village, ils font la fête. C'est un peu ça le parcours du héros, globalement. Très résumé. C'est ça. Du coup, nous, on va revenir au produit. On a essayé d'appliquer ça dans le monde du produit. Ouais, tout à fait. Du coup, dans le monde du produit, on s'est dit qu'on allait concevoir un produit tech avec la fiction, donc avec Campbell. Et tu voulais dire un truc sur les call to action, tout ça? Oui, c'est ça. Parce que là, on pourrait se dire, parce que tu nous parles de Frodon, etc., alors que nous, on parlait du produit. Donc, on est quand même un tout petit peu loin d'une appli mobile. Et on s'est dit qu'on n'était pas complètement à côté de la plaque, quand même, sinon on ne serait pas là. Parce que quand on réfléchit aux termes qu'on utilise dans le produit, en fait, si on y réfléchit, on parle de user stories, on parle de user journey. Les jeunes sur Insta, ils font des stories. On a un bouton, on n'appelle pas ça un bouton, on appelle ça un call to action, comme tu disais, et donc on est quand même pas très loin de l'appel à l'aventure. La page d'accueil d'un site, on appelle ça la home, pas très loin du retour à la maison où on est bien. Et une boîte qui fonctionne bien, comment on l'appelle, à la fin elle devient une licorne. Pareil, on est dedans. Et donc je la refais, du coup, on va essayer de construire un produit tech grâce à la fiction et grâce au parcours du héros de Campbell. Yes. Du coup, pour faire ça, donc on disait Campbell, dans sa théorie du monomythe, il a 12 étapes. Nous, pour faire un peu plus simple et un peu plus court, on a résumé ça dans 7 étapes qu'on va vous développer derrière. La première, c'est évidemment le héros. On va essayer de comprendre qui est notre héros et comment il va partir à l'aventure. Donc c'est la deuxième étape, c'est l'appel de l'aventure. Qu'est-ce qui va le pousser à sortir de son monde ordinaire? La troisième étape, c'est le refus. Dans chaque fiction, c'est ce que dit Campbell, c'est qu'il y a un temps de doute et de refus de l'aventure. Finalement, le passage du seuil, on saute dans l'inconnu. On va passer par un certain nombre d'épreuves. Finalement, à la fin, on arrive à se transformer. On change vraiment ça nous change la vie. Et on revient à la maison et on va voir ce qui arrive quand on revient à la maison. Qu'est-ce qu'on fait de cette transformation qui a opéré? Et du coup, nous, on s'est dit, pour que ça soit un peu plus fun quand même, on a imagé tout ça avec des petites cartes. Donc vous allez voir, on a plein de cartes héros, la Valkyrie, le chevalier fébrile, le mage sombre, pour qu'au fil de nos étapes, en fait, avec nos clients, on arrive à avancer, à avoir une vraie histoire qui se crée. Première étape. Du coup, il était une fois, donc forcément, c'est le héros. Nous, on va venir se poser comme question, c'est qui notre héros? En tant qu'agence, souvent, c'est un utilisateur pour concevoir un produit. On peut très bien imaginer que ça soit un employé. Donc, comment on fait un process idéal de recrutement pour un employé? Ça peut être pour un partenaire, pour avoir de la thune. Ça peut être pour une équipe. Ça peut être pour plein de choses. Mais nous, on va se focus sur l'utilisateur. Donc, comment ça se passe? En fait, voilà, on commence l'atelier. Et là, on va essayer de choisir d'abord notre carte héros qui correspond le plus à notre cible. Si on veut cibler un petit jeune, je ne sais pas, on va prendre plutôt le petit chevalier fébrile. Alors que si on est plutôt sur du senior, je sais pas, pour de l'EHPAD ou autre, on va prendre un mage sombre un peu vieillissant avec sa canne, pour se projeter. Et donc, ça amène de l'empathie pour nous, pour le client, pour tout le monde. Du coup, derrière, on va se demander, lui, comment il est défini, qu'est-ce qu'il le représente, qui il est, quoi, globalement.
Et de la même façon, on va venir choisir du coup ses alliés, est-ce que c'est une licorne magique, un phénix, etc. Et dire qu'est-ce qu'apportent ses alliés et quelles sont ses armes. Par exemple, si c'est un arc, c'est quelqu'un qui préfère prendre ses décisions tout seul, être à distance des autres. Les petites dagues, on est proche, donc il veut prendre vraiment l'avis de tout le monde pour prendre sa décision. Et bien sûr, on challenge tout ça avec des entretiens exploratoires, avec des utilisateurs à la fin. C'est ça. Et dans ces entretiens exploratoires, donc on a toute une partie, on va réfléchir au profil de notre héros, et une partie, on va essayer de voir quels sont ses problèmes. Dans ce qui va nous ressortir de lui-même quand il va se décrire, se présenter, on va voir que potentiellement, il y a des choses qui ne marchent pas bien dans sa vie, dans son monde. Il a des besoins particuliers, il a des peurs. Et pareil, avec les cartes, on va réussir à exprimer ça, à illustrer les peurs, les besoins du héros grâce aux cartes. Par exemple, s'il a des peurs qui viennent de lui-même ou qui viennent de l'extérieur, on ne va pas choisir les mêmes cartes. Si c'est quelqu'un de solitaire ou quelqu'un qui a besoin d'interaction pour avancer, pareil, on ne va pas choisir les mêmes cartes pour le décrire et pour comprendre vraiment qui il est. Ouais, puis pareil, pour sa peur, si c'est vraiment la peur bloquante de ouf dans sa vie, on va prendre une hydre sauvage infernale, alors que si c'est un petit caillou, on prendra un petit dragon mignon avec des yeux tout doux pour représenter ça. C'est ça. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que dès le départ, dès la première étape, en fonction du monstre qu'on va choisir, on a déjà une idée de la valeur business qu'on va pouvoir lui apporter. Évidemment, entre un tout petit problème et vraiment quelque chose qu'on sent que ça le bloque, ça lui fait très très peur, etc., on va avoir plus de valeur et ça nous donne encore plus envie d'y aller, quoi. Voilà, et là du coup c'est le persona global mappé avec notre super-héros, le contexte, les forces, les peurs, etc. Et ça on le garde tout au long du projet, à côté de nous, affiché ou en papier. Yes, du coup on arrive à la deuxième étape qui est l'appel à l'aventure. On a compris notre héros, on a bien compris qui il était, quelles étaient ses peurs, ses besoins, etc. Sauf que pour l'instant il est dans son monde. Et donc là on va réfléchir à comment l'aventure peut démarrer pour lui dans son monde ordinaire. Et donc là, c'est un peu la phrase que vous voyez, c'est souvent dans les contes, c'est soudain. Soudain, il se passe quelque chose. Et donc ça nous fait penser à la notion d'acquisition. En gros, c'est comment on vient s'immiscer gentiment, tranquillement, dans le monde ordinaire de notre héros, sans que ce soit brusque. Et pour ça, faut comprendre comment lui parler, comment il prend ses décisions, etc. Pareil, on va réfléchir ensemble dans des sortes d'ateliers focalisés sur cette notion d'acquisition. On va réfléchir à comment on peut faire en sorte qu'il se passe quelque chose dans le monde ordinaire de notre héros. Pardon, j'ai chaud. Et oui, et du coup, toujours garder notre héros à côté. Et bam, là, par exemple, il vient rencontrer un super champignon érudit et on continue le parcours. Et du coup, maintenant qu'il a rencontré ce super champignon érudit, qui lui a ouvert les yeux, finalement, il se dit merde, en fait, j'ai pas envie d'y aller, non, ça m'intéresse pas, je refuse. Du coup, nous, on se dit merde. Du coup, on va essayer d'analyser un peu pourquoi il va dropper, pourquoi il va pas venir avec nous. Du coup, les premières questions qu'on va se poser, c'est est-ce que la concurrence fait mieux ? Potentiellement, j'étais chez Spotify, je vais chez Deezer, je me dis attends, c'est de la merde, en fait, je reviens chez Spotify. Personne chez Deezer. Non, je suis team Deezer. On va potentiellement se dire aussi, il y a 50 écrans d'onboarding dans mon application, putain, je suis même pas arrivé au bout, que j'en peux plus, quoi, j'ai juste envie d'arrêter. Donc, bam, je me casse de la même façon. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Soit on va faire des entretiens avec ces personnes-là, mais ce qui nous plaît le plus, c'est faire des focus group pour venir mettre toutes les personnes autour de la pièce et vraiment tacler pourquoi elles n'ont pas envie de venir avec nous, quoi. C'est ça. Une fois qu'on a compris pourquoi l'utilisateur pouvait... oui, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que ce que la fiction nous apprend là-dessus, parce que cette notion de drop, elle est assez classique. Ce que la fiction nous a apporté là-dessus, c'est déjà de dédramatiser le refus. En fait, quand on est motivé, c'est le début, on lance notre produit, ça heurte le fait de se voir qu'en fait, non, notre produit, il plaît pas. Et donc le fait de se dire, non, c'est normal de refuser. Que ce soit dans la fiction ou dans le monde réel, en fait, pour rappel, on arrive dans le monde ordinaire. On vient s'immiscer dans le monde ordinaire de notre héros. Et donc c'est normal qu'il ait des doutes et qu'au départ, il y a potentiellement un mouvement de recul. Ça, c'est le premier point, c'est que ça dédramatise. Et le deuxième point, c'est qu'on s'est rendu compte que ça nous aidait beaucoup à générer des idées, le fait de passer par la fiction. Comme la notion de refus, elle n'est pas très intuitive, parce qu'on est hyper motivé, on croit à fond dans notre produit, on est
bourré de biais, et ben en fait, le fait de passer par la fiction, ça nous a aidé à générer beaucoup plus d'idées pour générer des hypothèses derrière de refus et aller les tester, comme disait Julie, par le biais d'entretiens, de focus group, etc. Du coup, une fois qu'on a compris ça, on arrive à l'étape du passage du seuil. Donc ça, c'est vraiment le côté, ça y est, on veut montrer à notre héros qu'il faut qu'il passe de l'autre côté du pont. Et il faut qu'on l'accompagne à passer de l'autre côté, en lui prouvant que le monde est mieux de l'autre côté, alors que c'est un monde qui est inconnu. Donc c'est vraiment, chez Campbell, c'est ce moment-là, c'est vraiment l'étape clé, c'est le moment où il passe du monde ordinaire au monde extraordinaire. C'est le saut dans l'inconnu. Et donc ça s'accompagne. Ça s'accompagne par... c'est beaucoup du marketing, c'est des notions qui sont très issues du marketing, notion d'activation où on va essayer de réfléchir par rapport à notre héros, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur comment il prend ses décisions. Soit on va lui montrer des démos, on va l'aider à se projeter, on va lui montrer on va lui proposer des templates potentiellement qu'il va pouvoir utiliser tout de suite pour comprendre comment le produit peut l'aider dans son quotidien. Et ce qui va l'aider à passer de l'autre côté du pont. Et il y a une notion sur laquelle on voulait appuyer dont on parle beaucoup maintenant, qui est la product-led growth, où là l'idée c'est qu'on va réussir à faire comprendre, à amener le héros au milieu du pont. C'est-à-dire qu'il n'est pas de l'autre côté et on lui montre comment ça se passe de l'autre côté. On l'accompagne jusqu'au milieu du pont et du coup il n'a plus que la moitié du pont. Et donc ça c'est vraiment le faire rentrer dans le produit sans forcément qu'il se rende compte, potentiellement avec des fonctionnalités un peu annexes à notre produit, mais en fait il est déjà là. Et donc du coup le passage du seuil, ça peut faire peur un peu, le passage du seuil, c'est un peu impressionnant, et du coup ça rend ce passage-là beaucoup plus fluide. Et du coup, si on se projette sur Frodon, c'est le moment où il se dit putain, j'abandonne l'anneau, non putain, je le garde, je le prends, ah, donc voilà, il panique, il est entre les deux, il ne sait pas s'il y va ou s'il y va pas. Et du coup, la deuxième partie du passage du seuil, c'est plutôt tourner Solution Discovery. C'est qu'est-ce qui va faire switcher notre héros à j'y vais. Donc globalement, là, c'est le moment fun du projet. On va venir dessiner, sketcher des idées et sketcher vraiment le point dans l'application où tout va changer. Donc là, on fait ça en équipe. Après, on vote sur les meilleures idées et on le fait tester auprès de nos utilisateurs, bien sûr. Toujours. Ça, c'est vraiment le moment génial dans la conception du produit, parce que c'est le moment où ça devient concret, on saute dans l'inconnu tous ensemble, on a créé quelque chose ensemble. C'est vraiment un moment très très fort de création, de conception du produit. Sauf que, comme dans toutes les histoires, ça ne se passe pas toujours très bien. Et on va rentrer dans une phase d'épreuve. Un peu comme tout à l'heure avec le refus. Donc le refus, on n'est même pas encore dans l'aventure. Là, on est dans l'aventure et on a, par exemple, une licorne narcoleptique. Si quelqu'un a déjà eu une licorne narcoleptique devant lui. Mais voilà, en gros, ça nous empêche d'avancer. Il y a des zones de friction, des trucs auxquels on n'avait pas pensé dans la conception, etc., qui freinent l'utilisateur. Et donc ça, c'est toute la partie delivery. Donc c'est vraiment le temps long où on va essayer petit à petit, en itérant, de comprendre quelles sont les zones de friction, pareil, d'émettre des hypothèses pour réduire ces frictions et essayer d'améliorer petit à petit le produit pour réduire ce nombre, ces épreuves. Mais le fait de savoir qu'il y a des épreuves, ça c'est des moments assez durs potentiellement de la vie d'un produit. Donc juste le fait de savoir qu'on va passer par des épreuves, déjà ça dédramatise un peu. Et les cartes, toujours pareil, ça rend ce passage-là potentiellement beaucoup plus fun pour tout le monde. Et du coup, par exemple, on peut prendre l'exemple du parcours utilisateur, on va mettre les pain points, etc. Plutôt que mettre des post-it rouges comme d'habitude, on va mettre des mini-volcans, des mini-cœurs brisés en fonction de la typologie du problème qui est adressé à chaque moment. Donc non seulement c'est plus fun, et c'est beaucoup plus fun. On peut se dire, trop marrant, on s'est encore fait insulter sur les stores. Je vais mettre un petit cœur brisé. Et bam, après la meilleure étape, la transformation, où là, en fait, il a réussi, ça y est, le héros, il est transformé. Frodon, il a jeté l'anneau dans le Mordor, c'est super. Donc, qu'est-ce qui se passe, nous, de notre côté produit? On va essayer de mesurer la North Star Matrix, j'arrive jamais à le dire. Du coup, on va mesurer le switch entre l'avant et l'après. On va essayer de le quantifier. Ce qui est important là-dessus, c'est que on quantifie pas des notions business, on quantifie la transformation du héros. Donc, c'est toujours quelque chose de lié à l'utilisateur qu'on vient mesurer ici. C'est vraiment la valeur, dans quelle mesure notre solution résout un problème pour l'utilisateur.
parce que c'est ça qui, voilà, c'est ça qui transforme, c'est ça qui change le monde, quoi. C'est pas un nombre d'abonnés qui change le monde, c'est votre produit. Une fois qu'on a compris ça, on a validé le fait que notre solution résolvait un vrai problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est que notre héros, il va rentrer à la maison. Il va rentrer à la maison, et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que potentiellement, c'est le moment où il va pouvoir faire d'autres héros. Pour l'instant, on en a un, et puis peut-être demain, on en aura 10, et puis plus tard, peut-être même 47. Notre héros aussi, il peut devenir un super héros. C'est-à-dire que ce même héros, on va réfléchir à comment lui apporter encore plus de valeur, soit dans notre produit, soit avec d'autres produits qui peuvent l'intéresser à côté d'une autre. Voilà, donc ça, c'est les notions de croissance. Ça y est, on a de la valeur, maintenant on va chercher à accroître la valeur au plus grand nombre et pour nos utilisateurs, et les notions aussi de rétention. On va voir. Et du coup, nous, une des méthodes qu'on aime bien utiliser pour animer un peu ces ateliers de rétention, on utilise les gamificards de feedback, qui sont des cartes qui permettent de réfléchir, de générer des idées sur la gamification par rapport à des piliers d'engagement spécifiques. Par exemple, le besoin d'être reconnu, le besoin de rareté, de pénurie, etc. Et donc, par exemple, on va générer des idées comme à chaque fois que l'utilisateur se connecte, il aura des points, donc il a envie de revenir parce qu'après il a des cadeaux, ou bam, c'est la heure, moins 20% sur tous les produits si tu viens de telle heure à telle heure. Donc c'est comme ça qu'on réfléchit un peu à nos mécanismes de rétention. Yes. Yes, et là du coup, on arrive un peu à la fin, on a fait toutes nos étapes, on est hyper content, et on vient mapper un petit peu notre process global. Donc on a la première étape, donc vraiment avec notre héros, donc qui il est, tout ça, je ne vais pas revenir dans le détail, qui est mappé et qu'on garde tout au long du projet. Du coup, l'appel à l'aventure, donc vraiment la partie acquisition, avec notre petit atelier acquisition en dessous, avec nos votes, etc., ce qu'on va prioriser comme canaux spécifiques. Ensuite, on a le refus. Donc nous, le refus, c'est un focus group, donc on a un peu notre mind map, le process qu'on va utiliser pour animer notre focus group. Que se passe-t-il ensuite ? Le passage du seuil, nous on a fait un value proposition Canva, mais ça peut être du sketching, un design sprint, etc. Bam, les épreuves, le parcours mappé avec les mini-cœurs, les mini-volcans. La transformation, la North Star Matrix qu'on garde toujours affichée en énorme. Et la dernière étape, le retour avec notre atelier gamification et un petit peu tous nos résultats. Et du coup, là, ce qu'il y a à garder en tête, c'est que c'est important d'enchaîner toutes ces étapes. C'est vraiment un parcours, donc avec l'acquisition, l'activation, la rétention, et c'est vraiment quelque chose à faire, à enchaîner en fait. Comme dans une fiction où on passe par toutes les étapes, etc. Ce qu'on voulait vous dire en conclusion, c'est le passage par la fiction. Ça peut paraître potentiellement un peu superficiel. On se dit, c'est quoi le rapport, quoi. Du coup, ce qu'on voulait dire, c'est que vraiment, ça nous apporte premièrement des idées. C'est-à-dire que vraiment, en termes de générateur d'idées, le fait de s'extraire du réel et de passer par des cartes, etc., ça génère beaucoup plus d'idées que juste avec des post-it. Le deuxième point, c'est que ça rend notre métier beaucoup plus compréhensible. En fait, nous, donc on est en agence, on bosse potentiellement avec des gens dont c'est pas le métier, qui sont loin du produit, et donc nos termes, 90% en anglais, etc., potentiellement, ça paraît un peu abstrait, et donc le fait de parler de héros, d'armes, etc., ça rend le métier beaucoup plus compréhensible pour eux. Et le troisième point, c'est que ça le rend plus fun. Tout simplement, le fait de parler de cartes, etc., c'est beaucoup plus agréable de bosser comme ça. Et du coup, de notre côté, là, on s'est amusé à faire l'exercice sur le parcours du héros avec l'utilisateur, l'activation, le tunnel ARRR, tout ça. Mais on peut le faire sur plein d'autres sujets, en fait, sur des icebreakers, sur comment on dynamise vraiment un vrai icebreaker et pas juste un truc post-it, comment on dynamise les rétros, parce que qu'est-ce qu'on s'ennuie en rétro, quoi, c'est l'enfer. Donc il y a plein de réflexions à mener là-dessus et on a hâte d'en faire d'autres de notre côté, en tout cas. Yes. Et puis le dernier truc dont on s'est rendu compte assez marrant, c'est que rien que le fait de préparer cette conf, on était passé, nous, par toutes les étapes du parcours du héros. On a eu au début l'appel à l'aventure. Waouh, il y a le Web Today, on pourrait faire une conf. Trop bien, vas-y, on se lance, on postule.
Et là, ah bah merde, on est pris. On n'a plus du tout envie. Après, bah, évidemment, il y a eu pas mal d'atermoiements et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, etc. Finalement, on s'est dit, bah, On est allé, quoi. on y est allé, et puis on est là, on n'est pas tombé dans les pommes. Donc, on est Et arrivé. tant mieux. Oui, malgré la chaleur. Voilà, donc c'était assez drôle de voir que bah, nous aussi, on était passés par là. Voilà. Voilà, c'est terminé, c'est la fin de l'histoire. Merci. J'espère que ça vous a inspiré. Il reste 5 minutes. Soit tu veux qu'on... Oh, j'étais pas pour les questions, mais t'as commencé Non, ta non. phrase, donc on peut... Non, mais sur les Rex. Hein? Les Ouais, Rex. bah, s'il y a des questions, on peut Ok. les prendre si tu Du coup, veux. s'il y a des questions, on a 5 minutes. Si vous voulez les poser. Ça aurait fait peur. Il y en a un que tu connaissais pas dans les héros. Non, merci, c'était hyper intéressant de le prendre par ce prisme. Je voulais savoir si vous avez pu expérimenter, ou encore ça reste une méthode jeune, mais si on prend l'analogie avec la fiction, parfois le héros il meurt et ensuite il y a un reboot de la franchise. En startup, ça s'appelle un pivot, quoi. C'est-à-dire que parfois on change de marché, on change d'utilisateur, etc. Dans ce temps-là, on fait table rase ou ça fait partie du lore et de toute l'histoire. Il faut garder une forme de legacy de l'histoire. Legacy, tout ça. En fait, dans ce parcours-là, c'est vrai que de la manière où on l'a fait, on n'a pas encore eu ce cas où le héros meurt, mais dans plein d'autres choses qu'on fait, tu vois, des design sprints, tout ça, souvent, merde, au 5e jour, tu te rends compte qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, donc c'est un échec, donc tu meurs. Mais de la même façon, tu gardes ce qu'il y avait avant, parce qu'en fait, tu construis quelque chose dessus pour aller plus loin. Pour te répondre à la question, on le garderait, même s'il est mort à côté, on gardera tout ce qu'il a fait, le petit héros. S'il y a d'autres questions. Ouais. Hello, merci pour la conf. Petite question sur votre expérience justement de cette méthode avec différents types de cibles, enfin de clients. Moi, j'arrive vachement à me projeter sur en effet un entrepreneur, porteur de projet, etc. Est-ce que, je sais pas, une start-up ou scale-up un peu plus mûre, etc., va toujours accrocher à ces parallèles? Est-ce que c'est pas trop éloigné du métier? C'est une vraie question, mais est-ce que vous avez eu parfois des gens qui rentraient pas dedans parce que ça leur parlait pas, la fiction, et qu'ils avaient déjà trop d'acquis sur leur propre métier? C'est une très bonne question. Merci. Il y en a d'autres ou pas? Je peux répondre? Vas-y si tu veux. Pour te répondre, du coup, en gros, déjà, ce qu'on n'a pas dit, mais c'est qu'on fait pas ça à l'avant-vente. On dit pas aux gars, allez, c'est parti, on va partir sur un aéro, là, on vous envoie des dragons, etc. Parce que clairement, on va pas plus loin derrière. Et après, en fait, l'idée, c'est que c'est pas forcément une problématique de cible, start-up ou autre. C'est plus comment tu l'amènes. Et tu vois, on n'est pas forcément obligé de parler de héros, de dragons. On peut parler de cow-boy, de bateau, de ce que tu veux. L'important à garder en tête, c'est comment tu sors du monde réel pour aller dans la fiction, pour générer d'autres idées et aller plus loin. Mais clairement, oui, ça dépend. C'est un peu ce qu'on voulait dire, c'est que c'est pas forcément. Enfin, le but n'est pas d'imposer ça, évidemment. C'est nous, on y croit. Si on pense que ça apporte de la valeur et que ça va nous aider dans la création du produit, etc., évidemment, on va le pousser. Par contre, voilà, on garde quand même. On n'est pas non plus dogmatique et de se dire c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Après, c'est quand même beaucoup de liens avec le métier, hein, vous avez vu. C'est un truc intéressant, enfin important aussi à garder en tête, c'est qu'il faut, comme on parle de la fiction, on reste quand même sur de la création de produits et de l'entrepreneuriat et du business. Et donc, ce qui est super important, c'est de naviguer systématiquement entre le pragmatisme, le réel, le constat, les chiffres, etc., et la fiction. On ne peut pas faire que vouloir systématiquement tout raccrocher à de la fiction. Non, ça ne marche pas. On reste quand même les pieds sur terre. On est pragmatique. Hello, merci pour la conf. Je me demandais, est-ce qu'il existe un jeu de cartes qui permet de le faire comme ça, un jeu de cartes dans le commerce, ou est-ce que vous prévoyez d'en créer un? Très bonne question. En vrai, là, c'est une ébauche, c'est vraiment le POC du POC du POC. Mais on a trop envie d'en créer un, on a trop envie d'aller plus loin et de l'imprimer et qu'on ait ça
vraiment palpable parce que pour l'instant, c'est du Miro, c'est des jolies cartes qu'on a fait sur Figma. Mais c'est prévu. On te dira quand si tu veux. On est bon? On est pas mal. Il reste Oh bien. 40 Bah, secondes. merci. Voilà. Merci beaucoup. S'il y en a d'autres qui ont des questions, on a un stand là-bas, donc si vous voulez venir, Jean-Michel Pub, quoi. venir papoter. Non, c'est pas de la pub. S'il y a des questions qui viennent après, voilà, on est là. Merci Julie, beaucoup. merci Ambroise. Merci. Je vais vous laisser quelques minutes pour rentrer et sortir de la salle et puis on entamera la dernière conférence de la journée.